Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement continuer avec notre apprentissage en ce qui concerne la robotique mobile. Nous allons bien sûr finaliser avec l'introduction parce qu'il était question pour nous de vous présenter les problématiques qui sont liées à la robotique. Nous sommes d'accord que peu importe la discipline, que ce soit les sciences, les mathématiques, peu importe, chaque discipline a pour rôle de répondre à un certain nombre de questions bien définies. Et la robotique ne fait pas exception. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va s'attaquer aux problématiques liées à la robotique et on va sortir de l'introduction, bien sûr, en présentant en quelques mots le deuxième chapitre, le troisième chapitre, ainsi que le quatrième chapitre, juste en quelques mots pour pouvoir finir avec notre introduction. Si vous nous suivez depuis, sachez que vous êtes au bon endroit. Si c'est votre première fois de nous rejoindre, n'oubliez pas de commencer par la première vidéo, question de bien comprendre la philosophie de notre pédagogie et aussi de nous apporter vos contributions. Pour ceux qui sont là depuis, vous savez très bien que nous avons d'abord présenté le programme de formation en quelques mots. Nous avons par la suite défini ce que c'est qu'un robot autant pour nous. On vous a montré la grosse différence entre ce qu'on appelle un automate par exemple, ou bien un chatbot et un robot. Donc, pour ceux qui ont regardé peut-être la vidéo précédente, vous savez déjà la définition d'un robot et vous pouvez la dire concrètement sans risque de vous tromper, autant pour nous que un robot est un ensemble constitué des capteurs, des actionneurs ou bien de plusieurs régulateurs ou algorithmes en quelque sorte. Et comme régulateur, on a la carte Arduino qu'on peut utiliser ou bien la carte Raspberry Pi dans notre cas. Comme actionneur, dans le cas des robots à roues, on a les roues de ce côté ou bien les bras robotisés pour les robots manipulateurs. Comme exemple de capteurs, on a les capteurs extéroceptifs qui renseignent sur l'environnement dans lequel se trouve notre robot et les capteurs proprioceptifs qui renseignent sur l'état interne de notre robot. Comme exemple, on peut avoir par exemple la caméra, le capteur sonore, la boussole et bien d'autres. Aujourd'hui, on va s'attaquer sur les problématiques liées à la robotique. Donc, les problématiques liées à la robotique, nous avons en quelque sorte les problématiques liées à la robotique. En ce qui concerne les problématiques liées à la robotique, on en a trois. Donc, le premier problème, il faut noter, on va peut-être faire ça sous forme de tableau pour faciliter la compréhension. Parce que notre approche, c'est de permettre à chacun de pouvoir mieux appréhender la chose sans toutefois se casser la tête, plutôt qu'on part dans le système canadien. Ok, donc, voici les problématiques liées à la robotique. On a d'abord comme premier problème la localisation. La localisation. On va d'abord lister les problématiques et ensuite on va expliquer chaque problématique. Ensuite, on a le mapping. Voilà. Le mapping, c'est simplement ce qu'on appelle la cartographie. Voilà. Maintenant, enfin, on a la navigation. La navigation qui est le cœur même de la robotique. Donc, on va peut-être faire un petit tableau comme ceci pour faciliter la compréhension. Voilà. Ok. Donc, déjà depuis maintenant, les gros problèmes qui intéressent les roboticiens et le choc, on a la localisation, la cartographie ou bien le mapping et la navigation. Pourquoi la localisation? Déjà, on va peut-être rapidement expliquer les grandes lignes. Lorsque nous sommes ici, par exemple, pour les êtres humains, c'est plus facile pour nous de se localiser. Peut-être qu'on a les GPS et tout le reste là, c'est plus facile pour nous de mieux nous localiser. Il y a aussi les yeux qui nous permettent de facilement nous localiser. Ça, c'est très pratique. Mais figurez-vous si on a par exemple un robot, on appelle peut-être ce robot-ci. Le robot là où il est là, il ne connaît pas où est-ce qu'il est exactement. Nous, on sait qu'il est posé sur la table. Mais est-ce que le robot sait qu'il est sur la table? Est-ce que s'il avance, il peut tomber? Ça, non. Il doit être capable d'avoir de se localiser. Et il faut noter que ce soit la localisation, que ce soit la cartographie ou bien le mapping, on doit avoir les modes de contrôle et l'environnement. Ici, le mode de contrôle, dans la localisation ici, de nos robots, il peut être autonome. Le mode de contrôle peut être autonome ou téléopéré. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le robot peut lui-même se localiser d'une façon automatique. Ça veut dire qu'au niveau du régulateur des algorithmes, on a écrit des algorithmes vraiment assez poussés, qui utilisent les techniques de reinforcement learning qui permettent à notre robot de connaître exactement là où il se trouve grâce aux techniques, grâce aux algorithmes qu'on a implémentés, aussi à la triangulation par exemple. Avec cette approche, c'est beaucoup plus pratique aussi pour nous parce que si un robot est capable de se localiser par lui-même, cela va nous faciliter aussi le travail dans le suivi. Mais par contre, la plupart des robots actuellement sont plus des robots téléopérés, c'est-à-dire qu'ils sont assistés à travers un terminal. Si on prend par exemple le cas des rovers,
Les rovers, c'est quoi? C'est simplement les robots mobiles qu'on envoie par exemple sur l'exploration, que ce soit martienne ou bien lunaire et autres. Donc, les rovers, donc, de ce côté, dans la plupart, ils sont téléopérés, donc de ce côté, ils sont assistés en fait, pour pouvoir mener à bien la mission. Mais certains, par exemple, sont autonomes, c'est-à-dire pour facilement se localiser et savoir exactement où est-ce qu'ils se trouvent. Lorsque ce mode de contrôle est connu de ce côté, que ce soit autonome ou téléopéré, il faut noter que l'environnement doit être connu. Pourquoi l'environnement doit être connu? On va peut-être faire une petite pause ici. Pourquoi? Parce que lorsque l'environnement ici, on va peut-être mettre voilà, l'environnement doit être connu. Pourquoi? Supposez que vous envoyez un robot dans un environnement inconnu. Comment le robot va faire pour se localiser? Pour nous, les individus, c'est plus facile de se localiser, même si peu importe là où on est, on peut utiliser peut-être les réflexes, les yeux, peu importe, pour facilement se localiser. Mais le robot, ce n'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez un robot, par exemple, sur Mars, voilà, dans un environnement inconnu qu'on n'a pas encore peut-être préparé en amont, lui va simplement se perdre en d'autres termes. Et vous comprenez aussi l'avantage des êtres humains que nous sommes, parce que nous avons vraiment des réseaux de neurones extrêmement poussés, capables de se localiser en quelques secondes. On fait ça d'une façon très classique, mais sinon l'algorithme aussi, il faut programmer ça, c'est pas facile à faire, c'est très complexe. Vous allez voir, vous allez comprendre l'importance de ça tout à l'heure lorsqu'on va finir avec la présentation. Maintenant, quand on se localise, le robot sait que je suis à tel endroit, il sait que je suis à tel endroit. Comment je fais maintenant pour sortir la carte de cet endroit, par exemple? Ça veut dire qu'on a peut-être envoyé un robot sur Mars, et ce robot doit être capable de nous sortir peut-être la carte de Mars, peut-être, ou bien au moins la carte de l'environnement, voilà, sur lequel il se trouve. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Le machin, le mode de contrôle peut toujours être autonome. Ça veut dire qu'il peut lui-même sortir la carte, ou bien toujours téléopérer. Ça veut dire que ici, on peut dire que le robot lui-même va s'occuper, on envoie simplement les informations, et le robot lui-même s'occupe de sortir la carte de Mars, par exemple. Or, par contre, on peut aussi décider de dire que non, on veut plutôt que notre robot puisse sortir la carte juste de cet endroit-ci. Là, on téléguide en d'autres termes, peut-être ça c'est peut-être le mot pour que chacun puisse comprendre. Comme on dit téléopérer, voilà, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici, il y a un humain ici qui contrôle le robot, qui soit sur Mars ou bien sur la Lune et bien nous. Donc, voilà un peu le mot de contrôle. Bien sûr, on est tous d'accord que l'environnement doit être comment? Inconnu. Pourquoi? Parce que si l'environnement est connu, ça ne sert à rien de cartographier une zone qu'on connaît déjà. Ça veut dire que si on a peut-être des zones sinistrées, des zones ou des zones à risque, on ne peut pas y arriver, on ne sait pas, on n'a aucune idée sur la carte. Le plus primordial pour nous est de sortir la carte de cette zone-là pour permettre aux scientifiques de faire des analyses, des recherches dans ce sens-là. Si on connaît bien la carte, et on sort encore la cartographie, ça ne sert vraiment à grand chose, ça ne sert pas à grand chose de ce côté, de débourser des milliards de dollars, peu importe, pour faire cela. Donc, voilà pourquoi il est toujours important d'utiliser cette approche pour des zones, par exemple, sinistrées, pour peut-être pour la conquête des nouvelles planètes. Et bien, il faut cependant noter que ce soit la localisation, le mapping, grâce aux technologies de nos jours, ces deux problèmes en robotique sont facilement résolus, grâce aux capteurs et bien d'autres là. Mais le nœud du problème actuellement reste ce qu'on appelle la navigation. Oui, pourquoi? Parce que bien que nos robots, ils connaissent, mais voici, je suis à tel endroit, et il connaît son objectif, je veux partir de tel point à tel point. Maintenant, comment je fais pour y arriver? C'est la navigation. Le problème de cette navigation, vous allez voir, c'est que la navigation dépend exclusivement de ces deux facteurs-ci. Pourquoi? Vous ne pouvez pas naviguer sans toutefois connaître où est-ce que vous vous situez, ou bien la carte au moins sur laquelle vous souhaitez naviguer. Vous allez vous rendre compte que deux grosses compagnies actuellement, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres compagnies, mais on va rester sur ces deux grosses compagnies actuellement, ont des approches totalement différentes juste à cause de la localisation de la cartographie. Ici maintenant, la navigation doit bien sûr être autonome. Ça ne sert à rien d'avoir un robot où on va téléguider. Bon, peut-être avant oui, mais maintenant, si on avait un robot, il faut contrôler tout ça, ça devient un jeu. Donc c'est plus mieux d'avoir un robot qui doit être capable de se déplacer par lui-même dans son environnement sans avoir l'assistance humaine dans ce sens-là. Ça c'est l'objectif, ça c'est le challenge même en robotique. Mais par contre, l'environnement qui vous doit être connu. Oui, pourquoi on a dit tenez-vous tranquille? Pourquoi? Parce qu'ici, ça pose beaucoup de questionnements dans le monde de la robotique. Si l'environnement est connu et qu'on connaît déjà la localisation, le mapping, c'est plus facile à programmer la navigation. Tellement facile. Mais par contre, si l'environnement est inconnu,
Même si on connaît la localisation, l'environnement connu, ça veut dire qu'on connaît la carte. Il faut comprendre ça. Mais ça veut dire que si on ne connaît pas la carte, comment le robot doit naviguer? Et si on est représenté cela d'une façon conceptuelle pour mieux voir et peut-être mieux comprendre un peu de quoi on parle ici, d'une façon plus simple. Voici. Ok, on va peut-être juste passer cette partie-ci. Ok, voilà. Donc, voici par exemple un champ robotique qui est là. Prends le robot ici. Là, c'est l'objectif qui est ici. Donc, voilà, c'est l'environnement, il est là, il va se déplacer, peu importe ce qu'on va faire là, un peu comme ceci. Maintenant, on a le même robot, comme ici. Mais voilà, il n'y a pas d'environnement en fait. Ça veut dire que voici notre objectif. Ici, lorsqu'on met les clés comme ceci, ces clés-là, ça s'entend qu'on peut déjà tracer un chemin qui mène à l'objectif en fait. C'est vrai, il y a d'autres chemins, le chemin optimal, c'est ça ici. Ici, l'environnement est connu, c'est plus pratique parce qu'on a la localisation, on sait que le robot se trouve ici et on voit c'est son objectif. Étant donné qu'on connaît déjà le mapping, c'est-à-dire la carte, on va simplement programmer en respectant la structure, bien sûr. Puisqu'on connaît dans la vidéo, bien sûr, que la carte a des obstacles, à quel endroit il consomme. On va utiliser les capteurs extérieurs et proprioceptifs pour bien sûr, programmer notre navigation. Mais par contre, supposez que vous prenez le même robot que vous mettez ici, avec les mêmes obstacles sur la mer, les obstacles ne sont pas représentés. Le robot va faire comment pour savoir qu'ici il y a un obstacle? Le robot va faire comment pour savoir qu'ici il y a un obstacle? Là, ça devient vraiment très compliqué et très complexe. Et c'est ça, par contre, qui permet aussi de faire un peu du challenge en robotique. Pourquoi? Parce que là, on suppose qu'on ne connaît pas l'environnement, mais on va naviguer. Vous allez voir la grosse différence. La grosse différence, c'est quoi? La grosse différence, c'est que si vous prenez, par exemple, une voiture, ce qu'on appelle les AGV, les voitures à guidage autonome, tout ça. Si vous prenez, par exemple, les AGV, si on prend le cas, par exemple, des voitures Tesla et des voitures Google. Rien que ces deux notions-ci, ici, du mapping et de navigation, c'est-à-dire de l'environnement, rien que ces deux notions-ci sont au cœur ou à la base de ces deux grosses structures. Comment? Les voitures Google, lui, il dit, bon, écoute, moi, je connais la localisation, c'est plus facile de se localiser avec le GPS et tout ça. J'ai la carte, qui ne connaît pas Google Maps, ben, c'est plus facile pour moi de programmer la navigation. Et c'est parce que un peu la structure. Ça veut dire que voici la course Google, par exemple les voitures Google, par exemple ici, lui il a la localisation, lui il a également la carte, donc il peut facilement programmer la navigation. L'avantage avec les voitures Google, c'est quoi? C'est que ça va être facile, c'est très facile à programmer. Si déjà on a la carte, on a la localisation, la programmation est très simple. Il suffit simplement de définir le chemin optimal et d'éviter les obstacles. C'est fini. L'environnement est connu. Ça, on peut facilement programmer. Donc, ce qui fait l'avantage aussi, c'est que les voitures Google, par exemple, à l'avenir, vont être des voitures beaucoup plus accessibles au grand public. Ça veut dire que bon nombre de personnes pourront avoir des voitures Google, bien des voitures autonomes, à des coûts relativement plus réduits. Mais l'inconvénient dans ça, c'est quoi? L'inconvénient, c'est que ces voitures, dans un jargon robotique, ne sont pas totalement autonomes. Pourquoi? Prenons l'exemple simple. On prend le cas de robot qui est ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'environnement qui est là. On essaie de représenter le même environnement quelque part. D'accord? On va peut-être essayer, je ne sais pas, disons peut-être, on va peut-être essayer de mettre quelques obstacles là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez notre écran. Ok, voilà. On suppose que voici notre robot qui est là. Vous pouvez mieux voir. Maintenant, notre robot qui est là, on a ici l'obstacle qui est là. On a ici un autre obstacle qui est là, par exemple. Voilà. Maintenant, on va te permettre, peut-être en mettant comme ça, tout le monde va mieux voir. Ok, voilà, c'est plus mieux comme ça. Donc, notre robot, quand il avance comme ceci, puisqu'il connaît sa localisation, il connaît sa carte, grâce au capteur, il va connaître ici qu'il y a un obstacle. Donc, il va facilement éviter l'obstacle ici. Il pourra avancer encore ici. Ici, il voit l'obstacle. Il pourra encore esquiver l'obstacle ici. Et on peut égaler et avancer comme ça jusqu'à atteindre l'objectif. Voilà un peu en gros pour l'approche des voitures Google. Regardez un peu, ça veut dire que le point de départ ici, voici le point d'arrivée. Lui, il avance et il voit l'obstacle dessus, de ce côté. Puisqu'il connaît la carte, il peut facilement esquiver. Il remonte là, il avance. Il sait que là, il y a l'obstacle grâce à ses capteurs dessus. Il peut encore retourner ici et hop, il arrive là. Donc, imaginez un temps ça peut, on a le même robot qui est ici, la même carte, et le même point qui est ici, et là on met peut-être un obstacle quelque part ici.
Donc ça veut dire que lui, la carte qu'il a, la carte que notre robot a, ne tient pas compte de l'obstacle qu'on vient de mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer, il va esquiver. Ici, dans sa conception, il sait qu'il n'a pas d'obstacle ici, il va avancer. Vous voyez ce que ça peut donner? Imaginez un peu les dégâts de ça dans la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour être plus pratique, imaginez quelqu'un qui est, peut-être, prenons le cas peut-être du Cameroun, vous êtes peut-être à la poste centrale, vous voulez vous rendre peut-être à Mondon. Bon, entre-temps, vous avez la carte, vous n'avez pas fait la mise à jour de votre carte. Et entre-temps, peut-être la commune est en train de faire un travail. Ce qui fait que la commune est là, ou bien les employés sont en train de travailler, peu importe. Puisque votre système est autonome, et il fonctionne selon la carte qu'on a programmée, lui ne va pas tenir compte de cette mise à jour. En fait. Le fait qu'il ne tienne pas compte de cette mise à jour, ça veut dire que là, il ne va pas constater qu'il y a obstacle. Et si le constate pas qu'il y a obstacle, là, vous savez ce que ça va donner. Donc, l'inconvénient dans ça, c'est ça, et ce qui fait que ça va donc donner le gros travail à l'utilisateur, ou à chaque fois où il va falloir utiliser ta voiture autonome, il faut t'assurer que ta carte, c'est-à-dire le mapping, soit à jour. Il faut toujours faire la mise à jour, parce que si vous ne faites pas la mise à jour, et qu'entre-temps, il y a eu peut-être des éléments nouveaux sur la carte, votre système ne va pas tenir compte de ça. Donc, vous serez en train de rouler avec une carte obsolète dans votre véhicule. Donc, ça veut dire que votre voiture autonome va rouler avec cette carte-là et vous allez aller de dégâts en dégâts. Donc, on espère que la justice pourra vous sauver dans ce sens-là. Ou bien, bon, à ce moment, vous saurez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Or, face à ça, là, c'est la limite, bien sûr, avec les approches de voitures Google. Et l'avantage, c'est que ça sera à des coûts un peu plus raisonnables, contrairement à l'approche Tesla, où Tesla, lui, par contre, lui dit, ben, ok, Tesla, lui, dit, moi, je suis ici, dans ce cas. Ça veut dire que je ne connais même pas la carte. Je ne veux pas savoir où est-ce que je suis, mais je vais naviguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes, par exemple, un Ivoirien, je donne un cas comme ça, et voilà, vous partez par exemple au Cameroun pour la première fois. Vous n'avez aucune carte, aucune connaissance, par exemple, de la carte de Yaoundé, par exemple. Et là, vous atterrissez peut-être à Simalène, peu importe, et vous arrivez peut-être à Yaoundé. Quelqu'un vous appelle et vous invite peut-être au Campsonnel ou bien à Ekounou. Vous dites, ok, vous n'êtes jamais parti à Ekounou, vous avez votre véhicule qui est là. Mais vous, avec votre cerveau, vous avez la capacité de dire, ok, vous mettez le point de départ, le point d'arrivée, et vous suivez simplement la route en évitant les obstacles. C'est-à-dire qu'il y ait une mise à jour sur le chemin ou pas, vous savez conduire. Ça veut dire que si vous avez bien sûr mérité votre permis, vous allez savoir comment esquiver. D'accord? Donc, ce qui fait qu'il y a mise à jour sur la carte ou pas, tout ce que vous savez, c'est je pars d'ici, je pars là, j'ai le chemin, je peux esquiver l'obstacle. Vous le faites pourquoi? Parce que vous, en tant que nous, en tant que grand singe, on a ce qu'on appelle une capacité, nos réseaux de neurones, on a une capacité vraiment très poussée, je pense, peut-être je peux me tromper, mais c'est plus de 90 milliards de réseaux de neurones dans notre cerveau. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire la complexité d'une telle machine qu'on appelle le cerveau. Donc c'est grâce à ça qu'on peut facilement éviter les obstacles lorsqu'on conduit. Mais comment programmer donc un réseau de neurones après des 90 milliards, avec près de 90 milliards de réseaux de neurones? Ça, c'est très compliqué. Et avec les technologies actuelles, les machines, les ordinateurs actuels, les capacités sont limitées. Voilà, mais sinon, on espère qu'avec l'informatique quantique, les super ordinateurs, on pourrait être capable de pouvoir avoir des ordinateurs plus poussés dans ce sens-là. Mais sinon, grâce aussi à l'intelligence artificielle, on est capable déjà de résoudre ce problème en utilisant ce qu'on appelle le RN. C'est quoi le RN? Le RN, c'est ce qu'on appelle le Reinforcement Learning, l'apprentissage par renforcement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend d'abord notre robot qui est là, on met dans la même carte qui est là, de ce côté, et les obstacles sont là, et il ne connaît pas les obstacles à l'avance. Lui, il va avancer ici, il va cogner, il va prendre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on prend notre même robot, on met en même situation, à la différence des voitures Tesla, Google par exemple, lui il ne connaît pas la carte. Il va avancer ici, grâce aux algorithmes du reinforcement qu'on aura implémenté au niveau du régulateur, comme on a vu précédemment, il va savoir que, ok, quand je vois ça, ça veut dire par exemple qu'il y a obstacle. Donc la prochaine fois qu'il va voir ça, il va esquiver. Donc, prenez l'exemple simple pour un enfant. Quand l'enfant apprend, quand vous avez un enfant à la maison, on n'apprend pas tout à l'enfant. L'enfant, lui, il sait que, ok, si j'avance et que je mets peut-être, si je mets ma main, lorsque vous avez l'enfant chaque fois, de ce côté, ou bien, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous pouvez regarder par exemple un enfant qui touche la mamie. Lorsque l'enfant touche la mamie, la prochaine fois que l'enfant va voir la mamie, il va se dire, ok, l'affaire là, ça chauffe, donc je ne vais plus me rapprocher de ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en quelque sorte en ce qui concerne le renforcement. On apprend, d'accord, par le renforcement.
Ici maintenant, il est arrivé, il a connu, désormais il sait que là, c'est un obstacle. C'est-à-dire que si vous l'enlevez encore, il est en train d'aller comme ça. Si vous mettez ici, là il sait que ça c'est un obstacle, il ne peut plus passer par là. Si vous enlevez encore, vous mettez encore ici, vous faites, là il sait que c'est l'obstacle. Ça c'est le gros avantage avec une voiture autonome. Ça veut dire que quel que soit le cas de l'obstacle, déjà qu'il a identifié et entraîné sur ce modèle, il va savoir comment esquiver cela. Et avec une approche pareille, peu importe la carte, votre robot qu'on a vu. Si vous changez cette carte-ci, vous mettez ça, il sera bien entraîné, bien sûr. Il va savoir que ça c'est un obstacle pour esquiver sans aucun souci. Mais l'inconvénient maintenant dans ça, c'est quoi? C'est bien beau, on aura des véhicules réellement autonomes. Et maintenant, ces véhicules réellement autonomes vont nous permettre aussi en quelque sorte de pouvoir être capable de pouvoir être capable de se déplacer normalement comme on le souhaite, en quelque sorte, mais juste que ça va consommer beaucoup de ressources en termes d'énergie, en termes d'algorithme, aussi en termes de mise à jour. Et bien sûr, on comprend que, contrairement à la voiture Google, les voitures Tesla vont être réservées bien sûr à une minorité en fait. Ça veut dire vraiment à la part des super riches, parce que ça va coûter extrêmement cher. Compte tenu de tout ce travail qu'on vient de vous expliquer là, c'est du travail, c'est de l'intelligence artificielle plus poussée, des pointes de ce côté. Mais sinon, pour ceux qui auront bien sûr ces moyens, vous pourrez vous procurer une Tesla en fonction de vos moyens, ou bien de ce côté. Pour ceux qui auront peut-être des moyens un peu plus limités ou bien modestes, Google est là et voilà. Il faut comprendre que peu importe que ce soit les approches Tesla ou bien les approches Google, peu importe l'approche que vous allez utiliser, qu'on utilise bien pour implémenter, ce sont les outils technologiques et chaque outil technologique a ses limites. Et on espère vraiment que ces approches-là vont être plus bénéfiques à la fois pour nous et à la fois pour la génération future. Donc vous devez comprendre qu'avec des puissances pareilles, on doit être capable de développer ou de réaliser des robots plus poussés. Donc vous, en tant que roboticien, vous avez donc des sujets de recherche qui vous regardent ici, que vous soyez en master, en baccalauréat, ou en doctorat, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de sujets juste au niveau de la navigation ici, ou au niveau de la cartographie, ou au niveau de la localisation. Donc, en fonction du sujet qui vous intéresse, si vous voulez faire la recherche, vous pouvez pousser les recherches un peu là-dessus. Mais sinon, si vous voulez juste avoir une idée un peu plus classique, plus simple sur la chose, vous avez déjà le sens. Donc, en résumé, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez comprendre que, désolé, pour la localisation, vous devez être capable déjà de connaître le mode de contrôle et bien sûr l'environnement. Et c'est pareil pour le mapping ou bien la navigation. Donc, grosso modo, vous avez donc les outils nécessaires qui vous permettent de pouvoir simuler cela, ce qu'on appelle le SLAM. Vous allez voir ça plus tard. On va multiplier tout ça, qui permet de simuler voilà, la localisation, la simulation de la localisation et du mapping. En fait. Là, il y a des logiciels, on peut implémenter ça. Et ça, ce n'est pas un souci, ça ne fait pas partie de l'objet de notre programme de formation. Donc, pour rester aussi simple, aussi synthétique, nous avons donc vu les problèmes qui sont liés à la robotique, mobile particulièrement, à savoir les problèmes de localisation, les problèmes de mapping et surtout les problèmes de navigation. On a montré l'importance lorsque la navigation, l'environnement est connu ou pardon. Et avec cette approche-là, vous avez vu comment les deux grosses industries ont deux approches carrément différentes, juste à ce niveau-ci, que l'environnement soit connu ou pas. Maintenant, dites-nous en commentaire, d'après vous, qu'est-ce qui paraît plus réaliste et qu'est-ce qui paraît plus pratique? Est-ce qu'il faut supposer que l'environnement est connu et voilà, ou bien il faut supposer que l'environnement n'est pas connu? Quelle est la meilleure approche d'après vous? Si vous avez des propositions, des suggestions, n'hésitez pas voilà, de laisser en commentaire. Et n'oubliez pas aussi de partager, de liker ou surtout voilà, de nous faire des retours. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter dans ce sens-là. On va peut-être faire une autre petite vidéo juste pour conclure cette introduction parce que comme on va aller dans le jeu, l'idée pour nous c'est vraiment de détailler, d'entrer dans les détails pour que chacun puisse se sentir dans le domaine et on évite aussi les mots un peu plus costauds, voilà, les mots un peu plus techniques pour que les novices, surtout dans le domaine, puissent se sentir intégrés dans la chose. On se dit donc à bientôt pour la suite et la fin de l'introduction. Just